الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثان. Caribou, paix et amour sur vous, j'espère que vous vous portez au mieux. On se retrouve pour une partie 2, une nouvelle vidéo qui s'intitule Ancestralité, spiritualité et soufisme aux Comores. Comme vous le savez, l'été 2025, je suis partie au pays pour apprendre les massages traditionnels. Vous pouvez retrouver ce contenu sur une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur un autre point central qui était super important pour moi. Parler de la spiritualité aux Comores, plus précisément du soufisme. Je me suis rendu compte qu'il y a des faits qui ne sont pas très connus, qu'il y a une tradition orale très très ancrée chez nous. Donc, ou vous êtes au courant des faits, ou pour certains, c'est une totale découverte. Vraiment, ils n'en reviennent pas. Du coup, je me suis dit, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de propager. Petit disclaimer qui est très important pour moi, je ne suis pas ici pour donner des avis religieux. Je suis là pour apporter des faits culturels, des faits historiques, même ce ne sera pas le point important, et non pas pour dire ce qui se fait ou ne se fait pas. Encore une fois, je suis avec Louisa pour documenter ces différents passages. Très bien. Alors, vu qu'on va parler de spiritualité, la première question, c'est que signifie la spiritualité pour toi ? Alors, pour moi, la spiritualité, c'est tout simplement notre lien à Dieu, mais tout ce qui se relie au quotidien. C'est-à-dire, pour moi, la spiritualité, c'est un état d'être. Ce n'est pas seulement dans le faire, mais c'est dans ce que l'on va contempler, ce que l'on va méditer, c'est un ensemble. Là, ça rassemble vraiment le tout. Il ne s'agit pas seulement de l'acte, mais de ce que l'on ressent par rapport à cela. D'accord. Vraiment. Et autre question, on va parler aussi de soufisme. Qu'est-ce que le soufisme ? Parce que je fais partie de la team, je connais pas du tout. Ok, c'est intéressant du coup. Alors, l'explication Google élargie et compagnie, le soufisme, c'est la branche ésotérique de l'islam. Voilà, ça c'est pour vraiment la grande réponse. Si vous voulez pousser, franchement, je vous invite à aller sur Internet, ChatGPT est votre ami, parce que là, c'est pas sur ça que je veux me concentrer. Je veux vraiment en parler d'un point de vue comorien, parce que c'est autre chose. Vous savez que nos ancêtres à travers le monde ont voyagé, donc le soufisme d'un point de vue persan, turc, aura une certaine définition. D'un point de vue Westaf aussi, aura une certaine définition. J'ai même entendu qu'il y en a qui font un pèlerinage, je ne sais plus c'est quel pays, mais dans l'ouest de l'Afrique par rapport à certains saints. Voilà, donc le soufisme, voilà, il va se diluer, se transmettre de façon différente selon où vous êtes dans le globe. Donc voilà, mais pour la grosse définition, c'est la branche, on va dire, ésotérique de l'islam. Et aux Comores, comment est-il arrivé ? Alors, aux Comores, du coup, c'est arrivé par nos ancêtres, du coup, qui sont arrivés du Yémen, si je ne me trompe pas. Autre petit disclaimer, je ne suis ni sociologue, ni historienne, ni quoi que ce soit. Je suis juste une Comorienne qui a à cœur de partager son histoire. Donc, vous avez des connaissances en plus à apporter, vraiment, elles sont les bienvenues. Tant que c'est constructif, je ne vais pas du tout mal le prendre, c'est le but. C'est juste que j'ai compris que je fais partie de ceux qui ont quand même entendu et reçu des choses, pas dans les détails encore une fois, et que d'autres non. Donc, je me dis, personne parle, autant parler, quoi. Mais oui, voilà, c'est venu par cette voie-là. D'ailleurs, je vais me permettre de vous partager des vidéos d'un confrère, en le créditant bien sûr, qui résume parfaitement certains points. Et là, notamment, même s'il parle d'une famille Sharif et notamment de Marouf, on va approfondir un peu plus, ça explique comment la tarika, en fait, est arrivée, donc comment un chemin, une branche du soufisme est arrivée aux Comores. C'est la plus grande famille de notre série. Épisode 3, les Abou Bakr bin Salim. Tout commence avec Cheikh Abou Bakr bin Salim, un grand érudit d'Ainat dans le Hadramout. De la noble lignée des Ba Alaouis, qui sont des descendants de l'imam Al-Hussein, il incarna la science, la piété et la diffusion du savoir. Au XVIIIe siècle, ses descendants choisissent de s'installer durablement dans la côte Swahili. Rapidement,
il tisse dans ses alliances avec les élites locales et les familles royales, consolidant leur autorité à travers des mariages et des unions stratégiques. Aux Comores, sur l'île d'Anjouan, un de ses descendants venu du Mozambique épouse la sultane Halima II, une figure marquante de l'histoire anjouanaise. De cette union naîtront des sultans qui ont gouverné l'île d'Anjouan. De cette lignée sortira plus tard Ahmed Abdallah Abderrahmane, premier président de la République fédérale islamique des Comores et l'un des hommes le plus riches de l'océan Indien. Grâce à ces alliances, Anjouan devient un carrefour politique et commercial. La légitimité charifienne s'y impose autant par le pouvoir spirituel que par le poids économique. À Ngazidja, on a comme figure emblématique le fameux Mwini Mkou, sultan du Bambao, père de plus de 86 enfants dont la descendance irrigue presque toutes les grandes familles de l'île. Une autre branche s'installa durablement sur l'île, la branche issue de Mfaoum Nassour bin Ahmad al-Mizwar et de ses fils, Cheikh Salim et Cheikh Ahmad, qui donnera à son tour des figures majeures comme le Mufti Saïd Mohammad Abdourahman, reconnu dans tout le monde musulman, et l'ancien président Saïd Mohamed Johar. À Mohéli, la dynastie était marquée par le sultan Cheikh Marjan, dont l'autorité politique laissa une empreinte durable dans l'histoire de l'île. Dans le domaine religieux, une figure brille particulièrement, Saïd al-Marouf. Opposé au sultan autoproclamé Saïd Ali, soutenu par le colon Humblo, il dut s'exiler à Zanzibar. Mais son héritage spirituel reste immense. C'est lui qui diffusa la tariqa Chadiliya, ancrant profondément l'islam dans l'archipel. Aujourd'hui encore, sa zaouïa et son mausolée à Moroni accueillent des personnes venues de toute la région. Aujourd'hui encore, les Abou Bakr bin Salim sont implantés dans les grandes villes et régions de l'archipel, Moutsamoudou, Domoni, Moroni et bien d'autres. Ils ont donné des sultans, des présidents, des muftis, des savants et des guides spirituels. Et leur héritage est tel qu'on peut dire des Abou Bakr bin Salim qu'ils ne se sont pas contentés de participer à l'histoire des Comores. Ils en ont écrit plusieurs chapitres. Quels enseignements soufis te touchent le plus ? Pour moi, c'est vraiment ce lien, comment dire, on va dire de matérialiser, si je peux me permettre de le dire comme ça, Dieu partout où l'on est, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on médite. Pour que ce soit une connaissance un peu plus basique, que tout le monde comprenne, il y a les 99 noms divins qui sont aussi, qui illustrent aussi ces attributs. Je vais prendre un nom facilement compréhensible, par exemple As-Samir, qui est celui qui entend, ou Al-Basir, qui est celui qui voit. Nous aussi, on entend, on voit, mais ce ne sera pas de la même façon que Allah, ce qui est sûr. Et en fait, à travers ces noms, donc on voit en fait comment lui, il va manifester cet attribut de façon plus poussée, de façon plus grande, plus divine en fait. Et on voit aussi que c'est des attributs que certains on peut avoir, comme le fait d'entendre, de voir. Mais c'est méditer en fait à travers ça et de le voir à travers ça et de se dire comment je peux l'approprier à ma vie. Je prends un autre nom que j'apprécie, que j'affectionne énormément, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, encore, toujours. Ce sera toujours ça. Hein. Donc, qui parle de l'amour, en fait. Et c'est comment manifester cet amour divin au quotidien, pour moi-même, pour mes proches, pour ceux qui m'entourent. As-Salam, c'est la paix. C'est ça, en fait. Comment incarner, comment vivre à la lumière des noms divins. Et d'ailleurs, ça, c'est un e-book sur lequel je travaille aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente dans ton quotidien. Tu vois, même la Fatiha, on dit oui, prenez le Coran, méditez dessus. Mais demain, je prends un verset. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ça veut dire quoi vivre à travers ce verset dans ton quotidien? Ça veut dire quoi voir, parler à travers ce verset dans ton quotidien? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça qui me... c'est ça que j'adore. Parce que c'est tes actes, tu les fais plus à travers cet ego, mais tu le fais à travers cette vision de Dieu. C'est un peu aussi comme une invocation que je ne connais pas par cœur, mais qui, je crois que c'est un prophète qui l'a dit, je ne sais plus. Bref, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est une invocation justement qui illustre Dieu, soit mes pieds lorsque je marche, mes yeux lorsque je vois, mes oreilles lorsque j'entends, ma bouche lorsque je parle, etc. En fait, c'est ça. C'est qui nous accompagne au quotidien à travers les actes, à travers ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on regarde, etc. C'est beau. Quel enseignement, valeur as-tu reçu de tes ancêtres? Alors là, je dirais que c'est dans... Aujourd'hui, je peux mettre des mots, mais je tiens à le préciser.
faut arrêter le folklore de un jour on nous assoit dans un salon et nos cocos nous transmettent quelque chose tel dans un film américain. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Souvent les gens se disent ah mais moi j'ai pas eu de transmission, on m'a rien dit. Les films nous ont menti sur la façon dont la transmission se fait. Et ça fait partie des choses, donc comme tout ce que j'ai expliqué, où je me suis rendu compte que mais il y a une transmission. Personne m'a assis dans un salon, mais il y a eu en effet une transmission. Et moi, je dirais que c'est pas une valeur qui ne sort que de chez moi. C'est, je pense, une valeur qui est propre à beaucoup de foyers. Pour moi, c'est l'importance en fait du partage, mais aussi l'importance de comment dire, en fait, d'exceller dans ce que tu fais, dans ce que tu vas cheminer, mais d'être humble. Et ça, bon, je vais pas spoiler, vous le verrez un peu plus tard, mais ça fait partie des choses qui font que j'ai vraiment compris le comment du pourquoi. Et encore une fois, ça, je le dis, ça s'est pas fait de façon brute. Amel, sois humble. Amel travaille bien à l'école. C'est pas ça, hein. Mais c'est des choses qui se remarquent dans la façon dont la vie se gère, dans des comportements. Tu sais, quand on dit le sang, c'est pas de l'eau aussi, c'est que je vois une trame commune quand je vois mes oncles, mes cousins, même mes cousines, enfin même chez les femmes, mais il y a des caractéristiques communes. Et ça, dans toute famille. Tu vois, on sait qu'il y a des familles, ils sont comme ça. Oh, chez eux, ils sont comme ça. Ils sont tous comme ça. Cherche pas, tu vois. On le dit souvent, encore une fois, pour des faits péjoratifs, mais dans le mélioratif aussi. Ou dans des comportements neutres aussi. Mais tu vois, ça, là, c'est cette trame commune. Moi, c'est ça qui ressortait beaucoup. C'est ce côté très, très travailleur, très transmission aussi. Et très... ouais, c'est ça, je dirais la transmission, le travail et la discrétion. Et que bien que ce soit des personnes discrètes, ce soit des personnes qui excellent dans leur domaine et qui influencent à leur niveau. Pas dans le sens influenceur aujourd'hui, justement, pas sous les feux des projecteurs. Un impact réel. Qui a un impact réel. Ouais. On sait que c'est la porte à qui on va demander conseil, quoi. Ouais. Et dans ton histoire familiale, tu as aussi parlé de la transmission. Est-ce que tu as un membre de ta famille en tête, justement, qui incarne cette valeur-là, la transmission ? Oui, j'en ai un en particulier. Et pour introduire cette question, je vais vous laisser regarder une première partie des vidéos. Donc là, on a l'entrée de la fameuse mosquée. Et quand on continue, je déteste avoir à filmer les gens malgré eux. On continue d'avancer dans la Médina. On tourne ici. Si je me suis pas trompée. Ah non, ouais, après on va rentrer là-bas normalement. Donc là déjà, on arrive à une cour de la maison. Même si ça se voit pas très bien avec le contre-jour. Je vous filme que comme ça parce que je vois des enfants au fond là, donc je vais remettre pause. Ok, ouais, c'est bien ça. Donc ici là, en fait c'est comme une cour de l'extérieur de la maison. Et là c'est un endroit qu'on va rentrer, enfin si c'est ouvert aujourd'hui,
qui est abandonné. Et je me souviens, ma tante, elle disait qu'il y avait des fantômes, il y avait un esprit qui vivait là. Et genre, quand ils étaient petits, à chaque fois, ils l'embêtaient. En disant, si vous faites des bêtises, l'esprit va vous attraper. Et c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Donc là, c'est l'étage. Et on rentre. Voilà. Je vous présente là où vivait ma grand-mère. Là où ma grand-mère a grandi. Et là où vivait aussi la grand-mère de ma grand-mère. Ouais, c'est bien ça le lit. Donc la grand-mère de ma grand-mère qui était la sœur de Marouf, donc celui qui est enterré dans la mosquée où je vous ai dit. Je ne sais pas si vous avez la vision du potentiel de ce lieu. Et ma tante, elle me disait ici, en fait, c'était une cour où tout le monde était là, se posait, papotait. Ouh, faudrait que je mette le flash là pour voir, pour essayer de mieux visualiser. Donc c'est là la salle fantôme que je vous parlais, où apparemment l'esprit, il s'appelle Msa. Comment il s'appelle? Je sais plus quoi, Msa. Bref, au montage, je vous écrirai le nom. Je le redemanderai à ma tante entre-temps. Que là, c'était une salle, une petite pièce où se posait Marouf. Je sais pas si c'était pour faire, pour prier, pour, je sais pas, pour faire ses affaires ou quoi qu'est-ce. Là, il y a une autre pièce. Ça fait maison hantée. Moi, j'ai peur d'entrer, hein, je vous dis là. J'ai peur qu'il y ait une araignée qui me tombe dessus ou que sais-je, Seigneur. Ah, il y a des Corans qui sont restés. En tout cas. Est-ce que ça va disjoncter si j'appuie? Là, il y a une autre pièce totalement abandonnée. Et je vous jure, j'ai vu un truc. Bref, on va s'arrêter là pour les pièces abandonnées, hein. Mais en fait, quand il faisait des bêtises, il disait ouais, l'esprit il va venir, ils vont venir, il va commencer à vous chasser. Donc là, c'est un escalier pour nulle part, c'est le vide. Ah si, non, c'est la petite cour. Je sais pas si vous vous rappelez de l'extérieur, on voyait comme une sorte de petit pont. Donc je pense que là, ça monte. Attendez, il n'y a pas de toile ici, ouais. Oui, hein, je reste une go qui a peur des araignées, je m'en fous. Donc si vous n'avez pas un rendu parfait. Tout pour les caméras. Jusqu'à je monte. Voilà. Voilà, voilà. Oh, on a une autre pièce ici. Mais elle est bien entretenue, cette pièce. On peut rentrer, oui, on peut rentrer. Il a. Waouh. Waouh. J'étais pas venue jusque-là avec ma tante. Je peux pas vous donner plus d'infos, ça a l'air entretenu. Peut-être il y a quelqu'un de la famille qui est encore là, parce que là c'est fermé. Il y a des... ouais. Il y a peut-être des gens qui sont encore là. Vous voyez? C'est là où on était tout à l'heure. Je découvre avec vous, hein, j'étais pas allée aussi loin avec ma tante. Hein. Ah ouais, il y a des vêtements et tout. Non, là, je pense que il y a peut-être des gens qui se posent encore là. Peut-être des gens, de toute façon, c'est des squats en vrai, j'en sais rien, mais moi, je n'ose pas. Je vais pas oser aller plus loin, ne sait-on jamais. Nous allons redescendre, mais cet endroit a du potentiel. Je sais pas si vous avez la vision. Moi, j'ai la vision. Vous voyez comme ça, là, ça a l'air tout détruit, tout bancal. Mais, Seigneur, qui m'envoie toujours faire des trucs comme ça? Mais, moi, j'ai la vision, surtout là. Oh my God. Mais c'est magnifique. Ouais, vous voyez, là, c'est la pièce où on était et c'est fermé comme ça, où il y avait les vêtements. Waouh. Ici, c'est chez de la famille. J'ai été la dernière fois avec ma tante. Donc, il y a des coins qui sont encore habités. Et
Attendez, je vais poser mon trépied. On va papoter un peu. Donc, si vous faites attention au montage, j'ai un moment où j'ai mis des points d'exclamation là, avec des triangles. C'est ce passage-là où il fallait rester focus. Faites marche arrière sinon. Qui est connu sous le nom de Marouf. Donc, je vais résumer Marouf, puisque je ne pourrais pas faire le nom à chaque fois en entier. Je le connaissais que de par l'hôpital. Hein. Ça semble très inculte. Désolée pour ceux qui vont attraper ma veste. Mais tu sais que... En plus, dans ma vidéo TikTok, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Marouf n'est pas qu'un hôpital. J'ai connu que de là. Et la deuxième fois où je l'ai entendu, enfin la fois où j'ai entendu parler de lui dans un autre contexte, c'était il y a un petit moment déjà quand tu avais posté sur les réseaux sociaux, justement. Voilà, que tu avais commencé à parler de lui. C'est là où je me suis dit, ah oui, c'est pas que un hôpital. Donc, si l'hôpital porte son nom, c'est que voilà, il y a une histoire derrière. Et, en effet, il y a une histoire derrière. Et encore une fois, moi, je ne vais pas revenir sur le côté but en blanc historique, sociologique. Mais là où il m'a marqué, en fait, c'est peut-être pas lui forcément dans sa vie au quotidien, mais ce qu'il a laissé derrière. Je ne sais pas au quotidien de son vivant, là comme le transcrit le frère dans la vidéo où il a été influent, il a marqué. Mais moi, enfant de 1993, je pense que son influence il fait partie des gens qui ont beaucoup plus marqué après sa mort que de son vivant. Il n'y a qu'à voir que The Hôpital porte son nom déjà. Et dans cette transmission qui se fait, parce qu'il faut savoir, là je vous ai montré en vidéo son mausolée, etc. Mais ce n'est pas la seule zawiya qui existe aux Comores ou à Moroni. Il y en a plein d'autres dans d'autres villages, de d'autres hommes qui ont eu aussi leur influence dans leur village, etc. Enfin, ce n'est pas le seul. Il y en a un autre à Itsandra, juste à côté d'Itsandra. Il s'appelle Habib, si je ne dis pas de bêtises. Moi, les noms, voilà, il ne faut pas me... Mais c'est dans la même trame, tu vois. Et lui, d'ailleurs, son histoire, ma mère, elle me racontait quoi? Elle me disait, oui, c'était un homme pieux, il lisait beaucoup le Coran, et puis un jour, il a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps, donc on a fait ce mausolée en son honneur, mais il n'y a pas de corps dedans. Tu sais, les histoires fictives comme ça, qu'on ne te sort jamais su, info, intox, je n'en sais rien. Mais tu vois, rien que ça, ma mère m'en a parlé, et elle m'a ramenée à son mausolée. Tu vois, alors que quand je dis, ouais, t'as vu, même à côté d'Itsandra, de qui à quoi à côté d'Itsandra, c'est un parking, c'est quoi, tu vois. Donc, c'est ça aussi, quand je parle de transmission. Moi, par rapport à Marouf, l'anecdote que j'ai eue, après, c'est ma curiosité personnelle qui m'a amenée là, c'est enfant, ma mère m'avait ramené à un daïra, en fait. Qu'est-ce que c'est? Donc, un daïra, c'est lorsque des hommes, je précise des hommes, se rassemblent pour faire des invocations, du dhikr ensemble, à voix haute, et voilà, en même temps. Là, comme vous le verrez sur des vidéos que je vais partager, ça se fait aussi ici en France. Donc là, le visuel n'y est pas, parce que là, c'est des salles en France, mais sinon, c'est à la mosquée, sur les tapis, on est assis, et au bout d'un moment, ils se lèvent, on va dire quand la transe arrive, c'est là où ils se lèvent et puis ils invoquent de plus en plus fort ensemble.
الشيخ محمد بن الشيخ عبد الهادي والشيخ عبد الهادي والشيخ محمد والشيخ محمد بن الشيخ موسى والشيخ سيد احمد بن سيد محمد بن الشيخ والشيخ سيد محمد بن الشيخ والشيخ عبد الدرويش وكل السلسله الشاذليه والعلويه الفتح لهم. آمين. بلطف خفي قد حفظ بلطفه عن الرحم والإدراك وتلطف باسمك يا الله يا صمد الكفى لطف مهيت بحب تحجب ويا حي يا الكرب من بعد موته بحقك يا قيوم حقك قواما أخبر فأخبرني مدام ويقضاك ويظهر جميل للأمور إذا خاف لطف فداركنا بلطفك سرعة بما فيه إصلاح وقصد وما حاوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Et ça a pour but, en fait, de tout simplement glorifier Dieu et de l'évoquer, de se connecter à lui ensemble en groupe. Puisqu'on sait que l'énergie de groupe, ce n'est pas pareil que tout seul. C'est pour ça aussi que factuellement, on dit aussi que la Kaaba, donc à la Mecque, il y a une énergie qui est différente. Parce que c'est des milliers, des milliards de personnes qui y vont, qui se rassemblent, qui prient à un même endroit. Enfin, d'un point de vue énergétique, c'est très, très puissant. Bah là, c'est pareil, tu pries tout seul dans ton salon, tu pries en groupe avec des gens, c'est autre chose. Le daïra, les différents avis qu'il y a, enfin, comme une fois, moi je donne pas mon avis religieux, c'est pas là le but, mais pourquoi aujourd'hui on en voit de moins en moins, etc. C'est puisque certains vont dire que le but du daïra, c'est d'évoquer les morts, parce que les daïras, ça se fait pas partout. Là, en l'occurrence, ça se fait souvent à la mosquée de Marouf où il y a le mausolée. Donc certains vont associer ça à l'adoration d'un mort qui est élevé au rang de saint. D'autres y viennent juste puisqu'ils se disent « je vais adorer Dieu ». D'autres viennent pour se connecter. D'autres viennent parce qu'à la fin, on distribue toujours des biscoutis et des jus de paille, tu vois. Donc vraiment, la niya, elle est propre à la personne et Dieu. On ne rentre pas dedans. Mais en tout cas, c'est une coutume qui se perd, mais qui était pourtant très présente. Et ma mère m'emmenait au daïra. Et comme on le voit dans la vidéo, il y a le côté femme qui s'est caché dans un rideau. Moi, je filme du côté femme, bien sûr. Et en fait, moi, j'étais là et je tirais le rideau pour regarder les hommes qui étaient là, qui évoquaient, qui chantaient ensemble, etc. Et les femmes, elles étaient de l'autre côté juste pour lire le Coran. Et quand je regardais les hommes, il y a une coco, elle est venue, elle a commencé à me taper la tête. Elle a fait, ouais, Goufanyo, Yokazirendo et tout. Et il y a ma mère, elle est arrivée et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, mais moi, pourquoi je peux pas manger avec les hommes? Pourquoi moi, je dois juste lire le Coran comme ça, je veux sauter avec eux, tu vois. Et ma mère, elle dit, bon, arrête, viens avec moi. Et elle m'a emmenée devant le mausolée et tout. Elle m'a dit, prie. Et j'ai dit, prier, pourquoi? Elle m'a dit, bah, prie, demande-lui, etc. Et je dis, mais il est mort, comment il peut me donner? À savoir que moi, j'ai pas grandi au Chioni. C'est-à-dire qu'il y a un Fundi qui est venu à la maison, mais j'avais 11 ans, 11-12 ans. Mais j'ai vraiment pas grandi dans une tradition religieuse comorienne. Donc là, c'était vraiment moi et ma fitra, comme on dit, en fait, mon innocence. Elle a dit, et ma mère, elle essayait de m'expliquer, non, t'as raison, c'est pas ça, mais c'est juste que, voilà, c'est un homme bon, un homme saint, il est proche de Dieu, je sais pas quoi. Je commençais à contredire ma mère, oui, mais c'est bizarre ton truc. Elle m'a fait ses gros yeux, j'ai dit d'accord, j'ai commencé à lever mes mains et tout. Et ça, c'est une anecdote qui m'a pas marqué plus que ça, jusqu'à que j'en parle. Et les gens me disent, mais t'es bizarre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il n'y a pas ça. Donc moi, je me suis dit, j'ai peut-être inventé ce souvenir. Et je me suis dit, non, je ne l'ai pas inventé. Non, je pense que l'humain a autre chose à faire que de fabriquer ce genre de souvenirs. Mais vraiment, et en fait, c'est là où j'ai su que tout le monde ne sait pas, tout le monde ne voit pas. Et du coup, quand je suis retournée aux Comores en 2023, je me dis, non, il faut que je documente. À partir de là, je me suis dit, il faut partager ça, quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que, en termes comoriens, quand je parle, la vision de l'islam qu'on m'a partagée n'était pas du tout celle-ci. C'est vraiment une découverte que de voir tes vidéos, que de voir le documentaire que tu as fait. Et du coup, est-ce que
enfin, tu estimes, je sais pas, enfin, on va pas faire de pourcentage bidon, mais est-ce que tu as l'impression que c'est une grande partie de la population qui est dans comment dire, dans cette aspiration spirituelle-là, ou est-ce que tu as l'impression en fait que c'est vraiment une ultra minorité? Parce que j'ai du mal à me le représenter. Alors, j'aurais du mal à le représenter aussi, mais si je dois parler de mon enfance-adolescence, je dirais une majorité. Si je dois parler d'aujourd'hui, je dirais une minorité. Parce qu'encore une fois, même si c'est une tradition orale familiale, où tu es dedans ou pas, où tu es charif ou pas, je vais décrire ce que c'est que charif aussi, où tu es du chachanyongo ou pas, bref, ça se sait. Parce que voilà, à l'époque, on vivait quand même, c'est bête, mais ne serait-ce que les maisons familiales, et là vous comprendrez où je vais en venir dans les vidéos, ne serait-ce qu'avoir une maison familiale, aujourd'hui, moi-même, j'achète un terrain, je vais construire ma maison, je vais vivre dans ce terrain. Je ne vis pas dans la maison de mes parents, qui était la maison de ma coco, qui était la maison de mon arrière-coco. Donc, déjà, si géographiquement on commence à se disloquer, la transmission va se disloquer aussi, puisque ça veut dire quoi? Ma fille, elle devra visiter ma mère dans sa maison. Elle va pas vivre au quotidien avec elle, tu vois. Donc, pour moi, ça se perd. Je vois que ça se perd aussi parce que c'est notre génération qui ne comprend, dans ceux qui comprenaient pas ce que je racontais, c'était plus notre génération que celle de nos parents. Et pour dire, j'ai un très bon exemple sur ça, quand j'en ai parlé sur les réseaux, c'est Sivouzi, si tu passes par là aussi, qui avait réagi à ma story en disant « Mais Amel, c'est incroyable, je connaissais pas, nanana ». Et elle est revenue quelques jours après, elle me dit « Ça, Amel, ta story m'a tellement choquée que j'en ai parlé à mon père. Dans le sens, mais tu sais qu'au Comores, il y a ça, ça, ça. » Et elle a appris que son père connaissait très bien et qu'il a grandi dedans. Ok. Que son père a grandi dedans, mais justement, lui aussi, par... Enfin voilà, c'était en lui, depuis enfant, il n'était pas aligné avec ces valeurs-là. Et il disait à sa mère, donc à la coco de Sivouzi, en gros, que non, moi, je ne suis pas dedans. Enfin, ça a été l'enfant rebelle, du coup. Et que lui, une fois qu'il a eu ses enfants, ben, il a décidé de ne pas transmettre ça à ses enfants. Mais du coup, pour Sivouzi, c'était découverte, enfin, totale. Et elle m'a dit, ouais, du coup, moi, j'ai dit à mon père, tu voulais pas nous transmettre ces croyances-là, d'accord, mais ne serait-ce que par culture G, tu aurais dû nous en parler. Parce que pour moi, là, c'est... Et là, on voit très bien la scission du coup. C'est qu'il y a une transmission qui s'est faite, un père qui a même grandi dedans, qui fréquentait ces lieux-là, qui pratiquait sûrement cela, et un enfant qui aurait pu me dire, tu racontes n'importe quoi, ça n'existe pas aux Comores. Or qu'il y a même pas... C'est une même génération, quoi, tu vois. Donc, c'est là où, franchement, son retour, il m'a encore plus marqué à dire « Faut que je raconte !» Parce que c'est... Ouais, ne serait-ce que par culture générale, en fait. Et de connaître notre histoire. Et pour moi, ça va de pair. J'appuie une question que tu m'as demandé tout à l'heure sur l'arrivée aux Comores. Il faut savoir que quand l'islam, etc., est arrivé aux Comores, il y avait plusieurs courants. Déjà, nous, c'est arrivé du Yémen. Si je dois parler de mes ancêtres en particulier, vous verrez plus tard, ça a stagné au Kenya et après, c'est venu encore aux Comores. Mais ça, je ne l'ai pas su dans mon apprentissage à moi, mais à travers les livres, il y a eu aussi une arrivée de chiisme aux Comores. Donc, à la base, on n'est même pas sunnite, il y a eu du sunnisme, il y a eu du chiisme, aussi. Donc, il y a eu vraiment plusieurs courants qui se sont influencés. On a nos origines bantoues, à ne pas oublier, qui sont aussi majoritaires. Donc, les origines bantoues ont leurs croyances aussi, ont leur spiritualité aussi. Et c'est tout ça qui s'est mélangé. Parce que, encore une fois, si je plonge dans mon enfance, la transmission n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et si je plonge plus loin, ça, je les lis dans des livres. Au montage, je vous mettrai deux, trois choses. Vous avez une bibliographie. Jusqu'à une certaine génération, on transmettait c'est la divination aux Comores. La divination, qu'est-ce que c'est? La divination, c'est l'art de prévoir, en fait. Tout ce qui va se relier un peu à la guidance, etc. Mais dans la divination, il n'y a pas que de la guidance. Il y a vraiment, pour moi, des sciences, et j'insiste sur le mot science par respect à toute spiritualité, en fait. Il y a une science derrière. C'est pas tu te réveilles un matin, oh, tu auras ça dans ton avenir, etc. Non, vraiment, c'est une spiritualité à respecter. Mais en fait, c'est une chose qui se transmettait aussi aux Comores. À l'époque aussi, il y avait des choses comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ne serait-ce que se marier.
Ça, pareil, c'est dans mon enfance. Tu venais pas, un tel et un tel vont se marier. Entre nous, on pose quelle date? Vas-y, on fait ça vendredi. Non. Avant, tu consultais un Fundi pour te marier et c'est lui qui te disait le jour où tu te maries. J'ai pas la science cachée derrière ça, mais je suis sûre que c'est pas anodin, tu vois. Et ça, pareil, quand j'en parlais à 2, 3 personnes, il y en a qui me disaient n'importe quoi. Mais ceux qui ont grandi aux Comores me disaient, ah ouais, ah ouais, tu sais, ça débloque des... Et puisque, encore une fois, la transmission, c'est pas je t'assois dans mon salon, viens mon enfant, aujourd'hui je vais t'enseigner, c'est pas ça. C'est attraper des infos du quotidien comme ça qui se faisaient, qui étaient là. Et en fait, qu'est-ce qui a changé la donne? C'est quand, à partir des années 80, fin années 70, années 80, et surtout après 90, les premiers étudiants comoriens qui revenaient d'Égypte, de Médine, etc., sont venus aux Comores et propager cette vision-là de l'islam. C'est là où les conflits ont commencé. On le voit par les débats sans fin qui me fatiguent, par exemple, sur le voile. Par exemple, avant, on se voit, il y avait le chiromani, il y avait les lessos, il y avait tout ça. Aujourd'hui, même là, 2025, je suis allée aux Comores. Grand bien face, c'est une façon de se voiler aussi, mais il y a les abayas, en fait, il y a une façon plus arabisée, on va dire, et c'est ça, en fait. Après, c'est la mondialisation. Mais à noter, pour ceux qui ont l'oreille fine et ceux qui ont encore des anciens à qui parler, si vous arrivez à attraper 2, 3 infos, euh, les choses n'ont pas toujours été comme elles sont aujourd'hui, quoi. Mais ça s'est fait avec notre génération aussi. Enfin, voilà. En venant transmettre aujourd'hui un apprentissage qui est, ben, nous, on a grandi en France. Si je pousse aussi, ben, en France, c'est surtout l'école, puisqu'aux Comores, on est chafirite. Mais en France, on va surtout recevoir ou l'enseignement malikite, qui est majoritaire de par l'enseignement maghrébin, ou ambalite de par l'enseignement saoudien, qui eux sont ambalites. Et pareil, ça fait des scissions dans nos façons de prier, etc. Combien de fois, à l'époque où j'ai eu mon cheminement aussi, j'ai entendu des débats comme ça. Mais on ne prie pas comme ça, des débats bêtes. Par exemple, chez les chafirites, on dit la basmala à voix haute. Quand on va faire la prière, on fait Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nanana. Pour les malikites ou ambalites, la basmala, c'est à voix basse. Et tu commences la fatiha avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahim. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, dans la prière, oui, ta prière n'est pas valide, pourquoi tu dis la basmala à voix? Bon, je suis plus dans ça me fatigue ces débats-là. Mais tout ça, c'est des détails qui viennent nourrir, en fait, ce cheminement cette transmission, pardon, qui s'est diluée avec le temps. Et par rapport à tout ce que tu décris, du coup, selon toi, en quoi le soufisme ou comment le soufisme a structuré la société comorienne? Alors, waouh. Je dis encore une fois, je vais remonter. Je suis une fille de mon époque, hein, je vais remonter aux années 90, puisque 2025, tout est mélangé. Mais vraiment, tout est mélangé. Bref, sans commentaire. Mais je dirais que ça a structuré dans les autorités. En fait, la façon dont l'autorité et le respect va régir. Pour ce point-là, je ne mettrai pas un point sur le soufisme, mais je mettrai un point sur... puisque déjà, c'est aujourd'hui qu'on va appeler ça soufisme, mais à l'époque, nos parents n'allaient... Je suis sûre, même mon père, je lui parle de soufisme, il va me dire qu'est-ce que c'est, et pourtant, il y a des pratiques qui sont là, tu vois. C'est nous, aujourd'hui, on a eu besoin de mettre des noms sur tout. Je dirais comment l'islam, la culture a structuré. Je vais parler déjà de la place des Fundis, donc qui sont les enseignants religieux, qui ont une place très centrale en fait aux Comores. Il faut savoir que ça devançait même l'enseignement mondain. Les enfants n'allaient pas forcément en maternelle, c'est-à-dire que la maternelle, c'était vraiment... c'est rare d'avoir des enfants qui avaient fait la maternelle. En général, ils allaient au Chioni, donc du coup des 3 à 6 ans. Et à 6 ans, ils commençaient l'enseignement au CP, etc. etc. L'enseignement est très ancré aussi, puisqu'on apprend à lire. On ne comprend pas ce qu'on lit, mais la majorité des Comoriens savent lire. Et ça me fait souvent rire quand les gens ils disent « Ah bon, t'es pas arabe, mais tu sais lire l'arabe et tout ?» Ce que j'ai entendu toute ma vie. C'est fatigant, franchement. C'est pas... Tu sais, c'est comme si... Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je le prends. Hein, genre, ah, t'es noir, mais... Tu nous gères chez nous quand même, tu vois, comme si tu level up dans ma vision, tu vois, ben ouais, mais non, tu vois. Et il y en a beaucoup qui, enfin voilà, chez nous, c'est ancré, on apprend à lire, on apprend certains enseignements aussi, comme les ablutions, enfin les bases, les bases. Et le Fundi a une très grande place chez nous, avait une très
grande place aujourd'hui, ils ont glow down. Mais ils avaient une place centrale qui était la continuité de l'éducation parentale. Sa voix, parfois, pouvait plus porter que la voix du parent. Et, et voilà. Pour moi, je dirais que c'est à ce niveau-là que ça a vraiment structuré comment on fonctionne. Après, les Comores, c'est particulier, puisqu'on est une société matrilinéaire aussi. Donc, chez nous, on vit chez la femme, on ne vit pas chez l'homme. Je le précise, puisque beaucoup se disent « Ah, que ça court !» Mais après un mariage, on vient vivre chez la femme. Je tiens à préciser aussi, mais ça, je ferai une vidéo à part entière, parce que là, ce n'est pas le sujet. S'il y en a beaucoup, ça les choque, mais c'était pour protéger nos mères aussi en cas de décès ou quoi. Bref, et tout ça, ça va... franchement, les Comores, c'est une histoire particulière. C'est pour ça que pour moi, il ne faut pas associer l'histoire de l'islam en général à tout pays et notamment chez nous. Puisque nous, on a une influence bantoue. Encore une fois, à Ngazidja, beaucoup de choses se sont dispatchées, mais je reviens sur Anjouan, il y a des danses qu'on retrouve. Je ne sais pas si ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, mais la période où j'étais à fond, là, à me documenter et tout, je retrouvais des danses, des chants, etc. Et même, quand je disais à mon père, traduis-moi, parce qu'il y a une vidéo que j'avais retrouvée, mon père, il m'a dit, Mamel, même moi, je ne suis pas capable de traduire ce comorien. Pour te dire. Il dit ça, c'est vraiment de l'ancien. Et c'était suite à un livre de Ali Ibourois qui parle de l'esclavage aux Comores. Et du coup, donc, il décrivait un peu toute cette période. Donc, je précise, autant l'esclavage arabo-musulman que l'esclavage ensuite par la France. Et justement, il parlait de ça, de danse que le peuple Makoua, qui est un peuple, nos origines bantoues, ont gardé en fait aux Comores et tout. Et il donnait le nom de ces danses. Donc, je suis allée sur YouTube pour voir s'il y avait des archives. J'en ai trouvé et j'ai dit, papa, décris-moi le chant. Parce que je me suis dit, ça va peut-être m'apporter encore d'autres descriptions. Et mon père, il m'a dit, je suis incapable de te le décrire. Il a dit, je vais peut-être trouver quelqu'un à la mosquée, un oncle à moi. Donc, c'est même pas mon père, c'est quelqu'un qui est encore plus vieux que mon père et tout. Mais il n'a jamais pu me refaire, je ne sais plus s'il ne l'avait pas attrapé à la mosquée ou quoi, mais ouais, j'ai toujours pas la traduction de cette vidéo. Mais pour dire qu'il y a des choses très ancrées, très anciennes, il faut creuser. Et si en plus on est comme moi un peu handicapé de la langue, voilà, c'est pas facile. Mais c'est là. Donc voilà. En plus, la porte, elle est grande ouverte, mais bon, les gens, ils passent, ils font pas attention. Je tenais à tourner une petite vidéo là parce que, en fait, pour moi, ce lieu, il est trop symbolique. Il est super symbolique, il est super fort, il est très beau. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez la vision que j'ai, mais ce lieu a une histoire. Quand j'étais passée là avec ma tante, moi comme d'hab, je suis dans l'instant présent. J'ai pas pensé à sortir la caméra, à filmer, enregistrer tout ce qu'elle racontait. Mais voilà, elle me montrait certaines pièces. Elle disait oui, c'est là où on s'asseyait. Tu voyais, les tantines, elles étaient là avec leurs longs cheveux. Elles mettaient les fleurs de jasmin et tout. Elle a du storytelling aussi. Hein. Oui, ça fait partie de notre culture, mais vous êtes comme reine, vous savez qu'on passe pas nos journées comme ça. Mais elle avait le storytelling. Elle était là, oui, posée. On se croirait dans une cour d'un film indien, en fait. Et c'est beau, c'est vivant. Même spirituellement, je trouve que c'est un endroit très très fort parce que là, ce que vous voyez, comme vous voyez, on est un peu entre guillemets éloigné de la mosquée, on va dire, c'est la deuxième cour. J'ai reconnu une voix là, bref. Il y a une autre cour là-bas, je peux pas y accéder d'ici. Là, faudrait que j'entre chez mon oncle. Parce que la dernière fois, du coup, on est parti visiter la famille et c'est plutôt de chez lui, donc de cette porte-là, où on a accès à une cour, qui on va dire la cour d'entre-deux, qui donne ensuite accès à la partie de la maison qui est directement en relation avec la mosquée, notamment la partie des hommes. En gros, vous avez la mosquée dans la partie des hommes, qui a une porte qui donne directement accès à un endroit de la maison. Il y a la cour d'entre-deux. Ensuite, il y a ici, donc la maison de mon oncle, ou ici, du coup, cette partie-là de la maison. Et en fait, moi, mon but, voilà, c'est de réhabiliter l'histoire du peu que je connais. Je suis pas anthropologue, j'ai pas fait des études d'histoire, donc voilà, il y en a qui vont me dire, oui, mais au niveau de la généalogie, tu t'es trompé là. Peu importe. Il y a des gens qui sont doués pour ça.
Il y a des gens qui font très bien ce travail et je pense notamment à Ndeya Hachu. Attendez, faut pas qu'on commence à faire qu'on commence à me traiter des je viens ou des Comoriens qui savent pas faire le cha là, comme ceux qui font Mkachafucha au lieu de Mkachafucha. Bref. Et les compatriotes comprendront. Je sais qu'il y a aussi le Clichois aussi qui, je trouve, rapporte très bien certaines histoires. Voilà, moi, il y a des choses que je connais parce que ça fait partie de ma généalogie, ça fait partie de mon histoire de famille. Donc, ce côté-là, Zawiyan, etc., c'est mon côté maternel. Mais il y a aussi mon côté paternel qui a d'autres histoires. Mais voilà, je suis pas non plus grande connaisseuse et ancrée dans tout ça. Donc, j'apporte selon ce que je connais parce que comme je vous l'ai dit, la vidéo du Zawiyani, en fait, ça m'a encore plus montré à quel point je suis choquée. Moi, je montre des choses, j'ai grandi dedans. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui connaissent parce qu'ils connaissent. Et il y a ceux pour qui c'est totalement inconnu. Et je me dis, mais comment ça se fait, en fait? C'est tellement... Excusez-moi, c'était une souris. C'est tellement marquant, c'est tellement... puissant, et là je parle vraiment d'un point de vue, excusez-moi, qui m'a envoyé tourner ici. Bon, c'est vraiment d'un point de vue culturel en fait dont je parle. On ne trouve pas ça dans tous les pays, on ne trouve pas ce type d'histoire dans tous les pays. Donc moi c'est vraiment à ce niveau-là que je voulais mettre ça en avant. Et voilà, je le fais du mieux que je peux. Et en fait ce lieu-là, complètement abandonné, qui est tellement riche d'histoire, mais je me dis, attendez, mais pour jeunesse ambitieuse, je parle même pas de moi. J'ai mon terrain, ma maison, j'ai la maison de mes parents, je suis comorienne, je suis la seule fille de ma famille, les gens comprendront tout ce que ça inclut derrière. C'est même pas une question de... Parce que là, du coup, c'est la maison familiale avec un F majuscule, très très grand majuscule. Vous avez capté, hein. Là, je parle de grand-mère, d'arrière-arrière-grand-mère, voilà. Mais je me dis, un lieu comme ça, tu le rénoves. Mais ayez la vision, s'il vous plaît. Ayez la vision. Je me dis, mais imaginez des cercles de femmes ici. Imaginez des tea talks ici. Imaginez un chioni ici. Puisque, bon, aux dernières nouvelles, je ne suis pas installée aux Comores. Donc, imaginez un chioni, ne serait-ce qu'un chioni. Un chioni dans la maison de Marouf. Je ne sais pas si vous avez un peu... Imaginez, je ne sais pas, un lieu enfin d'écoute, de réunion. Pour les femmes, j'ai cette vision féminine qui est très propre à moi. Mais aussi cette vision féminine, puisque mon lien, j'allais dire aliénation, mais c'est pas du tout ça le mot, quoi. Mon lien filial, voilà, c'est pour ça qu'il y avait des L dans mon vocabulaire. Mon lien filial, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, j'en perds mon français. 4 semaines que je suis ici, que j'essaye de travailler mon comorien, que j'essaye de retravailler mon arabe avec certaines cousines, j'en perds la langue de Molière dans tout ça. Il est dû à la mère, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère. Bon, c'est très maternel, donc ça renforce pour moi cette vision féminine, cette puissance féminine de la chose. Mais c'est super fort. C'est super fort et il y aurait tellement à faire. D'ailleurs, même je dis oncle, mais ça se trouve, c'est mon cousin. En fait, nous, quand on a des générations décalées, moi, j'arrive jamais à... Comme quand on dit sa mère, c'est la sœur de ta grand-mère, moi, vous m'avez perdu, là. Les liens filiales comme ça, je ne sais plus. Bref, c'est mon aîné. Mais ça se trouve, c'est mon cousin, quoi qu'il en soit. Parce que je connais très bien sa sœur. D'ailleurs, Anlia, si tu passes par là, coucou. Quand la dernière fois je suis venue du coup avec ma tante, ça m'a touchée puisque bon, elle m'a présenté, oui, c'est la fille de Siti et tout. Il a dit oui, mais je vois, enfin, en dehors du lien familial, je la connais. Je dis comment ça? Il a dit je te suis sur les réseaux, enfin je t'ai vu sur les réseaux. J'ai dit ah. J'ai dit ah d'accord. Il a dit oui, j'ai vu ta vidéo sur le Zawiyan. J'ai dit ah, la fameuse. Il a dit ah, c'est le sang qui t'a appelé là. J'ai dit ouais. Et il a dit mais c'est bien que tu sois là. Il dit mais tu sais que du côté de ton père t'aurais des choses à dire. J'ai dit oui, je sais. Et à ce niveau-là, je vais vous faire une petite parenthèse
pour vous expliquer un peu le côté de mon père, mais je vais me permettre de partager une vidéo qui n'est pas de moi. Je vais créditer, bien sûr. Ça va beaucoup mieux résumer, clair, précis, concis. On ne va pas partir dans des longs discours. Voilà. C'est la seule famille de notre série à n'avoir jamais régné aux Comores, par fidélité au pacte de leurs ancêtres. Parmi les familles comoriennes les plus discrètes, il en est une dont l'héritage traverse les siècles sans jamais chercher les projecteurs. Une famille qui a délibérément tourné le dos au pouvoir pour mieux servir le din, la science et la communauté. Ce sont les Jamal al-Layl. Leur ancêtre, Sayyid Muhammad Jamal al-Layl, vivait à Tarim, ville savante du Hadramaut, issue de la noble lignée des Ba Alaouis. Il était animé par une quête spirituelle intense. Son surnom, Jamal al-Layl, le chameau de la nuit, lui venait de son mode de vie. Il voyageait, priait et enseignait la nuit dans un détachement absolu du monde matériel. Au Xe siècle, l'un de ses descendants, Sayyid Haroun, quitte Tarim pour rejoindre Pathé, au Kenya. Son petit-fils, Sayyid Abdallah at-Tuyur, poursuit le voyage et atteint les Comores. Il s'installe d'abord à Anjouan, où naîtront ses enfants, dont le père de Karima binti Akil, pieuse femme de Moutsamoudou. Karima fera construire une mosquée avec l'argent de sa dot, un acte rare à son époque, symbole d'indépendance et de foi. Sayyid Abdallah at-Tuyur quitte l'île pour Ikoni, Ngazidja, où il s'établit définitivement. Sa lignée s'implante solidement dans la région d'Itsandra, notamment à Nsujini, où ses descendants sont toujours présents aujourd'hui. Contrairement à d'autres familles, les Jamal al-Layl n'ont jamais pris part au pouvoir royal. Pendant toute la période des sultanats, ils se sont volontairement tenus à l'écart de la politique, malgré leur proximité directe avec les familles régnantes de Ligna Fouambaya, notamment à Amahamet, Itsandra et Wachili. C'était un choix de principe, fidèle au pacte spirituel des Ba Alaouis, qui interdit l'accès au pouvoir temporel à ses membres. Et pourtant, leur influence fut immense. Parmi les grandes figures de cette lignée, Muniba Hassan, référence religieuse majeure de toute l'Afrique de l'Est. Habib Saleh, savant établi à Lamu, célèbre pour avoir enseigné l'islam aux anciens esclaves kenyans. Fondi Loulou bint Abdurrahman, femme pieuse ayant contribué à la fondation de plusieurs madrasas dans la région d'Itsandra. Zayed Tohir bin Ahmad Maulana Jamal al-Layl, ancien mufti des Comores. Aujourd'hui encore, le mufti actuel des Comores est issu de cette lignée. Leur empreinte est forte, bien que discrète. On retrouve leurs descendants dans de nombreuses villes. Force de science, de piété et d'humilité, les Jamal al-Layl ont marqué l'histoire des Comores sans jamais chercher à s'imposer. Et leur héritage est si respecté qu'on les surnomme aujourd'hui les Sharifs des Sharifs. Et donc du coup, il m'a dit, mais tu sais que du côté de ton père, tu aurais beaucoup de choses à dire aussi. J'ai dit, oui, je sais, mais bon, moi, je fais du mieux que je peux, j'ai pas tant de connaissances que ça. Et c'est là où il m'a dit, mais toi, c'est le sang qui t'appelle. Il me regardait droit dans les yeux comme ça, il dit, toi, le sang t'appelle. Toi, le sang t'appelle. Il dit, même là, t'es aux Comores, tu reviens encore ici. Je dis, non, mais puisqu'il y a un partage culturel, il y a un partage historique à faire. Même un lieu comme ça, j'ai vécu aux Comores, pourquoi ma mère m'a jamais emmené là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, je vous jure, je regarde le lieu, mais j'ai la vision. J'ai la vision, vous savez pas. Moi aussi, je revois des femmes. Je revois une déco déjà là. Je vois des femmes. Je vois des apprentissages. Je vois des aides. Je vois de l'encouragement. Je vois de l'écoute. Je vois des rêves qui se créent ici, des ambitions qui se créent ici, de l'entraide. Là, quand je dis d'entraide, je parle même niveau scolaire, niveau devoir, niveau... Je vois un endroit où tout commence. Et où tout commence, c'est un grand mensonge vu l'histoire de ce lieu. Un endroit où tout recommence, où tout renaît à nouveau. Vraiment, une maison pour une jeunesse ambitieuse d'un point de vue spirituel, d'un point de vue mondain, dans tous ces aspects. Je m'emballe, je dis ça, c'est juste moi et ma bouche qui sommes là. Mais qui sait, hein? Peut-être je vous ferai un montage dans 10 ans avec cette vidéo. Hey, un petit before after là, on ne sait pas. C'est... ouais. En tout cas, bon, je vous ai fait visiter la maison hantée comme je pouvais, hein. Je suis allée par-dessus mes peurs, je vous le dis clairement parce que... ah là là, vous savez que un de mes kiffs, ce serait d'être reporter spirituel.
L'autre jour, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo du Nouvel An chrétien, je crois, enfin un Nouvel An, une fête, bref, en Éthiopie. La dinguerie, j'ai dit, mais ça là, je me voyais déjà moi avec la caméra dans les rues en train d'interviewer les gens. Et j'en ai eu des frissons, j'ai dit, mais en vrai, moi, c'est ça la carrière que j'aurais dû faire. Voyager aux quatre coins de l'Afrique là pour réunir sur ça, sensibiliser sur ça. Parce qu'il y a une trame commune, il y a un fond commun. Les formes diffèrent, mais le fond est le même, les gens. Tu comprendras qui pourra. Quand tu as visité cette maison, donc où tes ancêtres ont vécu, quel a été déjà ce cheminement qui t'a poussé à vouloir faire cette visite? Alors, déjà, j'avais aucune connaissance de cette maison. C'est un jour où j'avais dit à ma tante, à ma famille, oui, je vais retourner au Zawiyan, donc la mosquée de Marouf, pour documenter. Parce que là, la vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo de 2023, celle où je filme le mausolée, etc. Là, 2025, j'aurais voulu y retourner pour filmer un daïra, mais je n'ai pas eu cette opportunité-là, donc voilà. Mais j'y suis quand même retournée pour essayer de tester, voir. Et quand je suis retournée, j'ai ma tante qui m'a dit, je vais t'accompagner et tout, ça me fera du bien. Et en sortant de là, elle m'a dit, Mel, je vais t'emmener quelque part. On a marché jusqu'à la maison et c'est là où j'ai eu cette première visite avec ma tante. Tu sais, c'est là où Coco a grandi. J'ai dit, quoi? Mais comment ça? Attends, incroyable et tout. Et j'ai été touchée, mais j'étais émue. J'étais comme une petite fille. Vraiment, j'étais comme une petite fille. J'ai dit, c'est là où ma Coco a grandi. C'est là où ma Coco a vécu. Ou même mais ma mère et ma tante, elles, je pense qu'elles étaient un peu dans l'entre-deux, puisque la maison de ma grand-mère, je sais que c'est là où elles ont grandi. Mais vu qu'elle me racontait plein de souvenirs d'enfance là-bas, je pense que la maison d'enfance, du coup, de ma Coco, elles y ont passé beaucoup de moments aussi. Et un peu moi, aujourd'hui, qui suis entre la maison de mes parents et la maison de ma Coco, quoi. Enfin, bref. Et franchement, ça m'a émue. Et comme je disais, là, en plus, ma tante, elle avait le storytelling. Là, on faisait ça, là, il y avait ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois des documentaires reconstitution 3D et tout ça. Je me disais, waouh, j'avais vraiment toute cette vision. Et ça m'a touchée et ça m'a fait très mal aussi. Franchement, ça m'a fait très mal puisque je me suis dit, un lieu comme ça est abandonné. Moi, ça m'a fait mal. Je me dis, encore une fois, même si ce n'est pas pour nous, mais historiquement parlant, puisqu'il y a un lien familial du coup. Et ça m'a... Je me dis, non, c'est dommage. D'où le fait qu'après, je me suis allée à plein de visualisations. Imaginez cet endroit, non, parce que c'est riche, quoi. Et est-ce que cet abandon de la maison est dû à une histoire familiale très particulière ou est-ce que tu penses que ça s'ancre dans un phénomène sociétal où plusieurs familles ont du coup abandonné une partie de leur passé? Très bonne question d'ailleurs. C'est très sociétal. C'est purement sociétal même, je pense. Pour expliquer aux non-comoriens qui nous regardent, comme je disais, on est une société matrilinéaire, donc chez nous, on vient vivre chez la femme. Donc la vie est belle et c'est très simple quand on est une fille. Par exemple, moi, je suis fille unique. Le travail, il va vite. Maintenant, tu commences à avoir 2, 3, 4 filles. On ne peut pas abriter tout le monde, ou sinon on fait des maisons à 5 étages, comme on le voit de plus en plus. Mais sinon, on achète des terrains. Et puis, à l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. On commence à se serrer. Donc, la maison de ma grand-mère, du coup, elle est à Caltex. Donc, je pense que mon grand-père, il est parti acheter un terrain à Caltex. Pour ses sœurs, un terrain là. Enfin, voilà, on dispatche et tenez mes filles, vous avez votre héritage. Et c'est ça qui fait que les filles partent. Parce que vu qu'on est matrilinéaire, les hommes sont partis chez leurs femmes. Les femmes construisent un nouveau foyer familial, un nouveau foyer de transmission. Et en fait, le foyer déménage à chaque fois. Ça bouge. Parce que là, par exemple, je prends cette maison d'enfance de ma grand-mère. Elle est passée à Caltex. Ma mère, elle habite là où elle habite. Donc là, il y a chez ma mère. Mes parents, ils m'ont acheté un terrain autre part. Ça va bouger là-bas. Et ça bouge. Bon, maintenant, on arrête de bouger parce qu'il n'y a plus de place. On est une petite île. Mais parce que moi, par exemple, j'habite pas à Moroni. Enfin, mon terrain n'est pas à Moroni, par exemple. Donc, oui, là, ça commence à se... Mais c'est sociétal, c'est purement sociétal. Donc, il y a un moment, il n'y a plus personne à la maison et voilà. Et le lieu, en tout cas, l'architecture était très bien conservée. T'as vu ça? Et le lieu, très bien pensé. Enfin, vraiment... Il est beau, hein? Très bien pensé, ouais. Et puis même dans sa localisation,
Alors, si j'ai bien compris, il y a une partie qui est près d'une mosquée, une autre partie qui donne accès à, comment dire, à d'autres membres de la famille. Du coup, c'est comme si c'était pas un cocon, mais un lieu en fait où se joint famille, spiritualité Exactement. et société aussi. Exactement. Et ma tante m'avait ramené, parce que là, je parle de cour, d'arrière-cour collé à la mosquée, mais elle m'avait montré un autre endroit qui est bien loué, parce qu'il y avait des gens. D'ailleurs, on était trop gênés, parce que elle m'a dit, regarde, il y avait cet endroit-là aussi où on était. Et on n'a pas osé rentrer dans la maison, puisque la personne qu'elle connaît personnellement était absente, il n'y avait que ses enfants. Et tu sais, ça faisait trop touriste Mzungu qui débarque. Regarde, alors que c'est la maison des gens aujourd'hui, tu vois. Mais regarde tel endroit et tout. Et je voyais, moi, j'étais trop gênée. Je disais, tata, c'est bon, viens, on y va, c'est quoi ça? Parce que je voyais même les enfants, ils nous regardaient, genre, ils veulent quoi, eux? Mais elle me disait, en tout cas, ça, c'est une autre maison, c'est une autre cour, ou voilà. Donc, c'était vraiment un grand terrain. Et pour avoir vécu en Arabie, justement, moi, j'ai retrouvé aussi un peu cette empreinte orientale, en fait, de cour, d'arrière-cour, peut-être l'endroit des femmes, l'endroit des hommes, etc. Ça m'a fait penser un peu à cette architecture-là, quoi. Et en termes de ressenti, est-ce que tu as ressenti... alors, j'ai pas envie de dire le passé de tes ancêtres, mais je sais pas comment dire, est-ce que le présent s'est ranimé quand tu es entré dans les lieux? Est-ce que tu as eu des flashbacks un petit peu en t'imaginant, là, c'était l'endroit où il devait se passer ça? Et même à un moment donné, j'ai presque l'impression que tu as ressenti, je sais pas comment le dire, mais... En vrai, avec le recul, c'est beau, mais sur le coup, moi, j'ai flippé. Je sais pas comment tu as fait pour rester, mais voilà, est-ce que tu as ressenti une présence ou un truc comme ça? Alors, quand j'étais avec ma tante, j'ai ressenti la nostalgie, puisqu'elle me racontait vraiment tout ça. Que oui, là, il y a eu... Enfin, voilà, elle me racontait même des souvenirs à elle, tu vois, par rapport à là, on me dit, si on fait des bêtises, il y a tel esprit, il va venir et tout. Moi, quand j'y suis retournée, là, j'étais en zone sûre, sauf quand je me suis amusée à monter les escaliers, tu vois. Mais par rapport à tout ça, c'est juste le moment, je te jure, dans l'ombre, il y avait un truc trop, trop chelou. Et il y a un endroit, je ne me suis pas aventurée puisque c'était vraiment détruit. Au fond, avant de monter les escaliers, dans la salle au fond. Mais sinon, moi, j'étais sécure. Je me disais, bon, là, ça va. C'est plus, d'un point de vue purement matériel, j'avais peur que ça s'effondre sur ma tête. Parce que c'était... Enfin, on voit les images, je me disais, mais à tout moment, le truc, il tombe, je crève sous les pierres, tu vois. Mais d'un point de vue sentir quelque chose ou quoi, non, ça va. Bon, après, je vais pas dire quel fou rire je me suis tapé pour la vidéo. Parce que je me suis dit, bon, c'est sûr, vous avez vu la vidéo, du coup, et vous allez être d'accord avec moi qu'on n'a pas les mêmes peurs. Moi, je me retrouve dans un endroit où je connais pas trop et tout. On n'a pas les mêmes peurs. Mais c'est vraiment un moment, je te jure, j'ai vu un truc bouger. Enfin, c'est ce moment-là où je dis, il y a un truc, je te jure, j'ai vu un truc. Et là, c'est là où je suis sortie. Par contre, je me suis pas amusée, je suis pas dans un film d'horreur de Mzungu. Allons voir ce que c'est. Non, je suis pas dans ça. Je sais pas ce que c'est, salam alaikum, allez, voilà, tu vois, mais... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas appuyé sur ton ressenti mental. Quelles sont les pensées qui t'ont traversé à ce moment-là? J'avais soif de connaissances. Franchement, à ce moment-là, je voulais en savoir plus. J'avais plein de questions. J'aurais aimé... Tu vois, sur ce coup-là, par contre, j'ai été très mentale, très masculine. J'aurais voulu avoir l'historien et le sociologue, tu vois. Là, j'aurais voulu avoir l'historien et le sociologue pour répondre à toutes mes questions. Des détails. À un moment, je monte à l'étage et je montre un endroit. Je me dis, peut-être ici, c'est habité. Il y a un cadenas, c'est plutôt beau. Et il y a une poutre. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux détails. Je le remettrai au montage. Il y a une poutre et sur la poutre, il y a des gravures en arabe, etc., qui me font penser vraiment à notre architecture traditionnelle, comme nos portes, nos fameuses portes, voilà. Et quand j'ai vu cette poutre, je me suis dit, waouh, mais il y a ce genre de détails dans la construction de la maison. Et tu vois, ça, c'est un moment où j'aurais voulu dire, pourquoi cette poutre? Pourquoi ici? Qu'est-ce qui est écrit exactement? Qu'est-ce que ça représente? Ça. Là, j'étais dans le mental, par contre, vraiment. Et parce que le ressenti, il était là, il était présent, mais j'aurais voulu en savoir plus, en fait. Là, j'avais vraiment soif de connaissances, ouais. Du coup, est-ce que tu comptes approfondir tes recherches après cette visite? Et si c'est le cas, comment? Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de projection. C'est que quand tu as visité ce lieu, tu t'es dit, ah ouais, on peut en faire quelque chose. Alors,
de très sympa, d'utile et quelque chose qui peut se transmettre? Alors, en ce qui concerne l'approfondissement, pas vraiment. Je vous invite, vous, si vous êtes curieux, à aller faire vos recherches. Mais moi, ma phase qui je suis, d'où je viens, je pense qu'elle est passée. Parce que là, je vous montre des vidéos, c'est joli, c'est mignon, mais c'est le résultat. Ça se fait pas en 5 minutes. Parce qu'en plus, on m'a déjà posé cette question en intervention, comment tu as fait pour trouver? En intervention, dans une conférence de 20 minutes, c'est facile. Là, en vidéo filmée, c'est facile, mais c'est des années. Bon, je vais pas m'inventer des décennies de travail, de recherche dans des bibliothèques, hein, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, surtout que là, je dis tradition orale, mais encore une fois, on nous assoit pas sur le canapé. Donc, c'est poser des questions. Et parfois, tu poses des questions, c'est oh, mais tu me fatigues, c'est questionner, etc. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un cousin qui est passionné de généalogie. Donc, qui lui aussi m'a donné un arbre généalogique. Moi, j'étais remontée jusqu'à mon arrière-grand-père paternel. Qui est Mouniba Hassan, que l'on voit sur une vidéo que j'ai reprise. Et d'ailleurs, ça, on reviendra dans des questions plus tard. Et j'étais remontée jusqu'à lui. Mais après, voilà, c'est mon cousin qui m'a fait vraiment toute la lignée charifienne. Du côté de ma mère, c'était plus compliqué, donc j'ai creusé. Et puis au final, pareil, à un moment, je me suis détachée de cette approche masculine. Et je me suis dit, en termes de ressenti, quelles sont les valeurs? Et pour ça, j'ai beaucoup échangé avec mon cousin qui me disait que oui, on a un enseignement donc paternel. Nous, on est beaucoup dans l'enseignement, beaucoup dans l'enseignement. Même quand tu regardes autour de nous, on parlait de traits éducatifs, de traits de caractère. Et je disais, ah oui, c'est vrai, telle et telle chose. C'est pour ça que quand j'ai vu la vidéo de Ndeya Harchou, ça m'a touchée. Je me suis dit, mais en fait, sa vidéo, elle m'a touchée parce que je me suis dit, quand tu mets des mots comme ça, mais que tu es avec ton cousin, c'est entre nous, on se sait, mais je me dis, pourquoi quelqu'un qui sort de nulle part a vu ça et peut retransmettre ça aussi? C'est que c'est vraiment marquant. C'est vraiment propre à la famille. Et c'est là où tu te dis, mais il y a vraiment des traits de caractère qui sont là. Qui traversent le temps. Qui traversent le temps. Et moi, en fait, à un moment où je creusais puisque j'étais dans cette quête aussi spirituelle et j'avais besoin de me réconcilier, en fait, de comprendre tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que n'associez pas une histoire de religion ou de foi, peu importe, n'en faites pas une généralité. Et moi, c'est ça, c'est me rallier à l'histoire de, principalement, aux Comores, comment ça s'est fait. Je me suis dit, OK, j'ai trouvé les réponses aux questions dont j'avais besoin. Et à partir de là, ma quête de façon théorique, historique, sociologique, gratter des articles en anglais sur la Tanzanie, etc., là, sur Internet, ça s'est arrêté. Et je suis revenue dans l'être et dans ce que je ressens et dans comment les choses se font chez nous, etc. Et ça, vraiment, pour moi, du coup, ça m'a suffi. Donc là, j'avais besoin de creuser un peu plus pour avoir des documents visuels plutôt, pas physiques. Mais franchement, là, ça va, quoi. Et puis, historiquement aussi, pour moi, c'est là où c'est important d'avoir toutes ces valeurs en tête, puisque pour en revenir à l'islam, par exemple, les premiers réfugiés musulmans, avant même d'aller à Médine, ils sont allés en Éthiopie. C'est une chose qu'on connaît dans l'histoire, c'est le roi d'Éthiopie qui les a accueillis. Et pour moi, ça, c'est des faits qui sont importants à avoir en tête, pas d'un point de vue de conversion, etc., de propagation de l'islam et tout, mais d'un point de vue de, vous voyez que du coup, le rapport qu'on a à la foi n'est pas pareil. Un Éthiopien chrétien orthodoxe ou un Éthiopien musulman qui a accueilli les premiers musulmans avant même que le prophète il émigre, n'aura pas la même relation à l'islam qu'une personne qui l'a reçu par l'esclavagisation, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important quand on dit oui, revenez à vos ancêtres, revenez à votre histoire, revenez. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a tout ça qui rentre en jeu parce que on n'a pas tous les mêmes questionnements, on n'a pas tous les mêmes combats. Quand je dis les mêmes combats, je parle en lutte purement ADN, caractéristique, en crise identitaire. On peut mettre le mot crise identitaire, d'accord, mais la crise identitaire regroupe plusieurs sous-catégories. Et on n'a pas tous les mêmes sous-catégories de crise identitaire, quoi. Donc, bon, la réponse, elle a été un peu longue.
Mais du coup, c'est ça, moi, dans cette recherche-là, je suis plus... voilà. Et surtout, encore une fois, là, quand je vois des vidéos comme ça, je me dis, ben oui, c'est... Ouais. C'est la réponse à ce que j'avais trouvé, en fait. C'est juste que là, c'est des mots beaucoup plus résumés. Et ce que je vois pour ce lieu, bah, factuellement rien, parce que je suis maître de rien du tout dans cette histoire. Moi, je vais pas débarquer, Amel Mohamed Cherswali. C'est comme ça que ça va se passer. De quel droit? C'est pas comme ça. Mais je sais pas. En fait, que ce soit autant d'un point de vue de droit d'autorité, autant d'un point de vue même financier, j'ai clairement d'autres priorités que de réhabiliter ce lieu. Mais bon, c'est des questions que je pose parce que c'est des informations intéressantes à avoir. Et on verra ce que l'avenir nous donne. Parce que déjà, même ma tante, elle me parlait d'un oncle qui a créé une association même pour aider les familles à rénover des maisons traditionnelles, donc abandonnées, etc. Ah bah tu vois, ça s'inscrit dans ta demande, dans ta recherche et tout. Donc ça, c'est une info pareil que j'ai gardée en tête, un peu comme quand on m'a parlé des massages et que 5 ans après, hey, c'est le moment, tu vois. C'est des infos que je garde en tête, mais pour le moment, factuellement, bon, voilà quoi. Je me permets une autre question. Tu as dit donc que tu as fait ta quête, ta recherche, ton cheminement, et que tu as eu les réponses que tu souhaitais. Donc ça t'a permis de clore un chapitre, entre guillemets, de tes recherches. Mais du coup, t'en ressors comment? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, concrètement, dans ta vie? Confiance en soi. Ah, il n'y a pas d'autre mot, confiance en soi. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, c'est une dynamique aujourd'hui, je suis prête à prendre plus la parole dessus et j'ai plein d'idées de contenu qui vont s'inscrire dans ça. Tout ce qui est crise identitaire, pas seulement identitaire, parce qu'on parle beaucoup de double culture, mais en ce moment, je trouve que notre génération traverse une grande traversée de crise identitaire spirituelle. Et il y a trop à dire dessus. Avant, je ne me sentais pas légitime parce que j'étais dans mes quêtes aussi. Et maintenant que je suis beaucoup plus assise, beaucoup plus sûre de moi, j'aurais énormément à dire et c'est ça que ça m'a apporté en fait. C'est vraiment ça que ça m'a apporté. Surtout que là où je rends grâce à Dieu, c'est mon histoire de vie. Encore une fois, je me dis, mais ma vie, c'est un brouillon. Moi, aujourd'hui, je suis assise. Quand parfois les gens ils me parlent et tout, je me dis, mais j'ai vécu aux Comores, j'ai vécu en Arabie Saoudite, aujourd'hui, je suis là. Quand les gens me disent, oui, toi, tu parles, je dis, et je suis là, argument 1 + 1 = 2. Non, je dis, c'est pas avec moi tu vas parler, hein. Tu vois. Et bon, je joue aussi de ça. J'aime surprendre, parce que ça me fait rire. Bon, ça, c'est mon petit jeu personnel. Mais pareil, parfois, les gens, ils me voient. Moi, je suis là, on me prend toujours pour une Antillaise avec mes locks et tout ça. Et parfois, je suis là, je te sors des choses. Ouais, je parle arabe. Mais comment Ça, c'est mon petit côté peste un peu. Genre, tu te prends pour qui? Tu crois quoi, tu vois? Mais en fait, c'est ce qui m'a permis... Je trouve que... j'ai compris aussi que c'est une mentalité très francophone de vouloir mettre des gens dans des cases, tu vois. Puisque c'est des combats qu'on ne retrouve pas du tout chez les anglophones, par exemple, tu vois. Que ce soit du continent ou en Occident. Et mais avec les... Enfin, voilà, c'est des choses aujourd'hui, moi, je suis très tranquille et c'est ça ce que ça m'a apporté. Au-delà de mon rapport à moi-même, donc ce que ça m'a apporté à moi dans la confiance en soi, ça m'a apporté dans ma relation aux autres aussi plus de... si je peux me permettre de le dire, de sagesse aussi, de sagesse de conseils. Où moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne conseil, mais d'introspection, d'aide à l'introspection. On va mettre une vraie phrase dessus. Mais quand les gens sont dans cette quête-là, cette demande-là, et un peu comme je disais dans la vidéo, un peu sur les massages, pas s'inventer des problèmes. En fait, aider les gens à se recentrer sur les vraies questions et celles qui comptent vraiment. Voilà. Par rapport à ton histoire familiale, ou en tout cas l'histoire paternelle dont on vient de découvrir un bout, quelle similitude tu as vu entre ton mode de vie et leur mode de vie? Ouais, pour ça, il y a eu 2 phases. Il y a eu, quand j'ai fait mes petites recherches avec moi, mon cousin et tout, et il y a la vidéo qui m'a beaucoup marqué, mine de rien. Parce que bon, là, la vidéo, il y avait la petite musique, le storytelling, des images. Ça fait ressortir l'émotionnel, vraiment. Et déjà, moi, avec mon cousin, donc, j'ai mieux compris certaines choses, c'est-à-dire mon appétence à l'apprentissage, à l'enseignement, peut-être même... Non, l'apprentissage et l'enseignement. Quand j'ai vu la vidéo, là que j'ai crédité, c'est mon goût de la solitude. Déjà, je l'ai mieux compris. J'ai dit, OK. Ça, vraiment, j'ai fait OK, d'accord.
Ce goût de la transmission, de la discrétion. Parce que, en fait, c'est pas qu'une question d'être. Enfin, faut peut-être être dans mon corps pour comprendre, mais c'est pas qu'une question d'être. Oh, tu fais la fausse timide ou tu fais la humble. Il y a toujours quelque chose. Je me suis toujours dite. Je me suis toujours sentie bloquée par rapport au feu des projecteurs. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est ancré. Et justement, là, j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est quel pacte qu'on a fait dans mon dos, là. Et bon, moi, je suis pas en recherche de ça non plus, mais ça m'a permis de comprendre une caractéristique de moi, tu vois. Et ça m'a beaucoup touchée parce que... Et je l'ai montré à mon père, la vidéo. Hein. Parce que pareil, ça fait partie des choses où, tu sais, les parents, tu leur poses des questions, mais sans plus. Et déjà, quand je lui ai montré tout l'arbre généalogique et tout, ça l'a beaucoup touchée. Au niveau de la lignée charifienne, d'ailleurs, j'ai dit que j'allais définir, je n'ai pas défini. Sharif, c'est l'appellation que l'on donne à ceux qui sont descendants du prophète, du coup. Et en fait, il y a un arbre. Déjà, je l'avais déjà vu, cet arbre, dans la maison d'enfance de mon père. Donc là, je parle même pas de chez ma coco, c'est vraiment de son père à lui. Là, on reste dans le paternel. Donc, chez mon grand-père, quoi. J'avais déjà vu cet arbre de là jusqu'au prophète et tout, mais c'était... je l'avais aperçu. Pareil, c'est les souvenirs que tu as vus, mais que tu captes pas quand tu es enfant. Et là, quand mon cousin il m'a renvoyé et tout, j'ai dit, en fait, visuellement, c'est impressionnant. Quand tu vois la lignée comme ça, et à la fin, on finit sur mon père, et tu te dis, après, c'est moi, et tu te dis, c'est ça mon histoire. Tu vois? Ça, c'est touchant. À travers cet arbre, j'ai retrouvé d'autres gens. Il y a des gens, je me disais, je suis sûre, on est liés. On est liés et tout ça. Et quand je disais, hey, j'ai un arbre et tout, dis-moi d'autres charifs aux Comores. Hein. Ils disent, ah, mais dinguerie ton arbre, moi je suis là dedans, moi je suis là et tout, je suis là. Oh. Et puisque l'arbre, il remonte encore une fois de Médine à Yémen, au Yémen, au Kenya jusqu'aux Comores. Donc tu vois aussi combien de générations sont restées à tel endroit, etc. Enfin bref. Et moi, en fait, par rapport à ça, je me suis surtout dite, je comprends. C'est vraiment ça. Ok, je comprends. Je comprends cette soif d'apprentissage, cette soif de transmission, cette soif de... La transmission se fait dans les valeurs et dans ce qu'on est, et non pas dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et encore une fois, on éduque par l'exemplarité. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été posé, et là, je l'ai compris. Je l'ai compris. Et même là, hein, j'hésitais beaucoup à mettre ce passage, parce que je me suis dit, ça fait trop genre regarder qui je suis et tout ça, je ne voulais pas mettre. Et je me disais, de toute façon, là, le but, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de la culture, de l'histoire. Parce que comme je dis, c'est une famille avec un grand F. Là, c'est pas l'histoire d'Amel Mohamed, c'est l'histoire des Comores, c'est l'histoire de d'autres, plein d'autres personnes, je pense, qui se reconnaîtront dans le qui suis-je, dans le ah, j'ai entendu ça, mais je ne savais pas qui, quoi, comment, où. Et c'est ça le but, c'est que ça apporte et que chacun ensuite puisse creuser un peu plus chez soi. Mais ouais, se rendre compte qu'il y a une transmission comme ça, surtout quand il a cité les noms. Je dis, mais ça, c'est mon arrière-grand-père, parce que même Mouniba Hassan, je suis partie sur sa tombe cet été, en 2025, puisque je demandais à mon père, oui, Mba, il est enterré où? Il a dit, non, lui, comme c'était un notable, il est enterré à Badjanani et tout. Il a dit, mais mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, et donc Mouniba Hassan, lui, il est enterré à Nsunjini. Il est enterré là-bas et tout. J'ai dit, ah bon? Et après, on est parti avec mon père et mon oncle et tout ça. J'ai fait, ah... Et là, mon oncle, il m'a montré, il dit, là, c'est là où est enterré un tel, là, c'est là où est enterré un tel, là, c'est là où est enterré un tel et tout. Et des tombes classiques, hein. Là, on n'est pas dans le zawiya, mausolée, etc. Mais c'est à vivre, quoi. C'est à vivre, c'est à... Voilà. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Joli. De tout cet héritage, qu'est-ce que tu veux en faire maintenant que tu l'as? La question à 1 million. Il fallait bien la poser. Qu'est-ce que je vais faire de cet héritage? Ben, je vais le transmettre. Quand je dis transmettre, encore une fois, c'est en être, en valeur. Pas forcément... je vais pas sortir un livre d'historien encore ou de sociologue.
tout le respect que j'ai pour ces métiers, hein, depuis tout à l'heure, je les prends en cible, mais c'est pas une critique, c'est pas une critique. Mais c'était juste aussi pour dire que je trouve que dans la transmission, le peu de fois où j'ai pu, ce qu'il faut savoir affronter si vous faites cette quête d'héritage, c'est que parfois on tombe sur des livres très universitaires qui peuvent être lourds à lire. Et là, ce que je vous transmets avec du storytelling, c'est ma patte à moi. Mais demain, vous décidez d'aller à la bibliothèque et de lire, voilà quoi. Concentrez vos cerveaux, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, ouais, c'est transmettre ça, transmettre ses valeurs, transmettre l'importance de la foi, du comportement. Dans les vidéos que je vous ai mis au début, là, du coup, j'étais censée les mettre à la fin, mais bref. Sur cette transmission qui continue aussi en France. Donc là, ce que je vous filmais, c'était un daïra, mais au-delà du daïra, là, je vous ai partagé 5 minutes. Mais en fait, c'était un rassemblement. On a parlé, on a échangé, on a discuté. Donc au début, on a mangé et tout ça. Et les gens, pareil, hein, quand on entend parfois, ils vont critiquer, ah, daïra, par exemple, c'est une innovation. Oui, les gens, ils y vont juste pour manger. Faut aller plus loin. Encore une fois, faut aller dans cette transmission spirituelle. On n'est pas là pour manger le maélé et après, les gens, ils prient d'une façon où tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un rassemblement derrière la nourriture. Moi, je me suis assise là-bas, j'ai retrouvé une tante que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle a dit, tu te souviens de moi et tout, nanana. Et ça m'a fait rire, parce que l'anecdote qu'elle m'a sortie pour que je me souvienne d'elle, elle a dit, un jour, tu avais déposé un colis chez moi à Saint-Denis. J'ai dit oui. Je me souviens de toi. Et bref, les péripéties de Komoko. Et en fait, bah voilà, ça a été une après-midi où en fait, j'ai énormément parlé avec elle, on a beaucoup échangé, ça a été un échange très profond. Et où elle m'a dit d'ailleurs, elle m'a dit, mais Amel, t'as déjà pensé à faire des études de psy et tout? Et j'ai souri, et c'est là que je lui ai parlé de ce que je faisais un peu à côté. Et en fait, un échange lambda comme ça, où elle-même, elle m'a dit, mais t'as vraiment un don. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu dis pas aux gens quoi faire. Tu nous invites à nous poser les bonnes questions pour qu'on prenne des décisions nous-mêmes. T'es pas là à nous dire fais ci, fais ça, nanana, nanana, et après les choses se retournent contre toi. Je confirme. Non, mais des fois, je viens pas te voir plusieurs années plus tard en disant ah, tu m'as dit ça, et du coup, c'est seulement maintenant que je comprends. C'est vrai. Et elle a dit, mais vraiment, et tout, elle dit ton. Et tu vois, moi, ça m'a touchée. Et je me dis, bah, c'est un échange comme ça qui a apporté. Et pareil, pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec ma mère. Elle m'a dit, je parlais à un tel en parlant de cette tante. Elle a dit, tu sais qu'elle t'a apprécié. Hein. Elle m'a dit, vous vous êtes vus. Ah, elle t'apprécie beaucoup. Et je pense que le fait que ma mère a insisté, c'est qu'elle a dû lui parler de l'échange. Et en fait, voilà, faut pas voir que la pièce qui dérange, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, tu vois, là, je me permets de le dire, c'est la pédagogie qui manque dans cette transmission un peu trop pragmatique qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Ils étaient trop dans le brut, dans cette connaissance terre à terre, et ils oubliaient tout le langage qu'il y a autour. Est-ce que la personne, ton élève qui vient s'asseoir devant toi aujourd'hui, il a pris son petit déjeuner? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il arrive avec un état d'esprit sain, apte à recevoir ton enseignement, ou il a des problèmes avec sa famille? Est-ce que la personne, elle va rentrer, elle va être en état de réviser ce que tu lui as enseigné, de méditer ce que tu lui as enseigné? Est-ce que ce que tu lui as enseigné, c'est sa priorité? Parfois, il y a des débats sur la musique, sur comment tu t'habilles. Est-ce que la personne a fait sa prière à l'heure déjà? Est-ce qu'elle arrive déjà à ce combat-là? Est-ce que, tu vois, il y a tout ça. C'est vraiment tout ça. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur de transmettre et qui me touche. Et bref, en tout cas, là, ce jour-là, un moment, il y a l'un des hommes qui était présent. En plus, un moment, on le voit pleurer sur la vidéo. Il transmettait ça. Il disait, oui, la tarika se perd, la tarika se perd. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est décédé, et nous, maintenant, on est là, mais on est très peu. Et je confirme, si je le filme, je pense qu'il y a des gens, ils vont dire, il y a ça en France et tout. Et il dit, mais transmettez. Et il disait, la tarika, c'est le comportement. Et en fait, il a fait vraiment un bon rappel de ce que j'ai pu saisir avec mon comorien encore, sur le comportement, notre façon d'être et le fait de propager par la parole. Mais quand on dit par la parole, c'est que ta parole accompagne comment tu es, tu vois, et des paroles douces. Pas, ouais, t'as prié, t'as fait ton ramadan, t'as fait ceci, cela, que la personne se trouve, elle est dans d'autres combats spirituels en ce moment, tu vois. Et ouais, moi, c'est cette transmission-là que j'ai à cœur de faire à ma hauteur, comme je peux. Je pense que là, le fait d'avoir fait ça, cette vidéo,
Peut-être elle prendra pas, je sais pas, mais je pense que j'aurai au moins un vu et ça apportera au moins une personne. Et voilà, c'est ce qui compte. Le mot de la fin? Toujours un petit mot de la Eh fin. oui. Un mot de la fin. Alors, en mot de la fin, on a parlé de l'ancestralité aux Comores, la spiritualité, le soufisme. Vraiment, le but, là, c'était d'apporter un peu plus ample connaissance, une ouverture d'esprit, une ouverture d'angle de vue, pas forcément de façon concrète, pragmatique, encore une fois, carrée. Pour ça, franchement, je vais vous conseiller des livres que je mettrai sûrement en barre d'infos. Vous aurez tout ce qu'il faut à ce niveau-là, mais dans le vécu. Moi, ce que je vous invite là, après cette vidéo, c'est de vous questionner, de replonger, surtout si vous avez grandi aux Comores ou si vous avez côtoyé beaucoup cet environnement-là quand vous étiez jeune, de vous questionner dans, comme je vous ai dit, ces trames-là, ces informations-là qui pouvaient circuler autour de vous sans que vous conscientisiez à l'époque, de questionner vos grands-parents s'ils sont encore là, vos parents, voilà, plonger dans votre histoire. C'est fascinant, on découvre des choses, c'est drôle. Peut-être que ça vous fera comme notre ami en commun qui a découvert que « Ah, mais attends !» voilà, ça doit être bien à découvrir. Et sinon, ce n'est que culture comorienne en plus pour vous. C'est très enrichissant, ça apporte. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, apporté, enrichi culturellement, tout simplement. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, vraiment de partager, c'est très, très, très important. De me faire des retours aussi, de laisser des commentaires, d'échanger même par email avec moi si vous voulez pousser une question, vous avez peur que ce soit trop long et tout. Et puis on se retrouve pour des nouvelles vidéos ou en consultation. Paix et amour sur vous.